On venait de faire la levée de fonds de 31 millions d'euros et l'enjeu était là. Le résultat, en fait, n'a pas été immédiat dans le sens où ça ne s'est pas forcément transformé en candidature entrante. En revanche, à chaque fois qu'on avait un candidat au téléphone, il disait « Ah oui, c'est vous, Foodles ». De comprendre quel était le business, les process qui avaient été mis en place. Il n'y a pas un recrutement qui se fait sans le hiring manager. Celui qui fonctionne hyper bien aussi chez nous, c'est la cooptation. Une stratégie de contenu un peu plus structurée aujourd'hui, c'est pas le cas parce que je manque de temps. Salut Aurore. Salut Alexis. Bienvenue dans le podcast, le média. Donc ça sera diffusé en vidéo et audio. Je suis très content de t'accueillir. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très très bien. Du coup, tu es Head of Talent Acquisition et Employer Brand chez Foodles. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, bien sûr, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc moi, comme tu l'as dit, je suis Head of Talent Acquisition chez Foodles. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai rejoint Foodles, qui est une solution de restauration collective pour les entreprises, toute typologie d'entreprise. Et donc, on offre un service de restauration basé sur de la mise en place de frigos connectés notamment et de comptoirs. Je vous invite à aller checker sur le site corporate pour en savoir plus. Mais donc voilà, je suis arrivée là-bas pour structurer le département recrutement, monter l'équipe, mettre en place les outils et répondre à un enjeu ambitieux de forte croissance. Puisque quand je suis arrivée, moi j'ai signé pour 80 postes au départ. Okay. Qui s'est vite transformé en double du poste sur la première année. Mais voilà, on venait de faire la levée de fonds de 31 millions d'euros et donc l'enjeu était là. Donc grosse croissance. Grosse croissance. Trop bien. Ça va être génial parce qu'on va parler du coup stratégie d'acquisition, comment on va réussir à avoir un rôle stratégique avec notre pôle recrutement et qui soit très relié avec la stratégie du business. Et en plus, parler de méthodologie que tu as pu mettre en place ou de choses que tu as pu expérimenter. Donc, on va se plonger dans ton univers. Est-ce que tu peux nous raconter, quand tu es arrivé chez Foodles, les enjeux, si ça ne remonte pas à trop longtemps? Alors, les enjeux que tu avais. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. À l'époque, du coup, il y avait 130 collaborateurs. J'étais la 130e collaboratrice arrivée. En termes d'outils, j'avais Welcome to the Jungle. Ça nous servait aussi d'ATS, mais avec cet enjeu très fort de recruter 80 personnes sur cette année 1, et avec, à date, aucune personne dans mon équipe. Ouais, donc tu étais toute seule J'étais toute seule. J'étais toute seule, mais j'avais 2 RPO qui étaient arrivés début septembre pour justement commencer à structurer les équipes et apporter justement ce soutien à la croissance business qui était nécessaire suite à la levée de fonds. L'objectif de cette levée de fonds, elle était justement de structurer et professionnaliser l'ensemble des départements, donc amener du middle management, amener des outils justement, nous étendre en région, et puis nous lancer à l'international, ce qui faisait quand même pas mal d'enjeux. Gros enjeux. Et ce lancement international fait partie aussi des enjeux parce qu'on a constitué la première équipe, l'équipe UK, à ce moment-là. Donc première chose que j'ai faite, bien évidemment, c'est de faire un petit audit de tout ce que j'avais, de comprendre quel était le business, de comprendre les process qui avaient été mis en place. Et très vite, on a refondu tous les process de manière à ce que les hiring managers soient directement impliqués dans tous les process. Et donc, il n'y a pas un recrutement qui se fait sans le hiring manager. Ça, c'est déjà la base. Donc, ils sont impliqués et on a essayé de standardiser à peu près nos process de manière à ce qu'ils ne soient ni trop longs, ni pas assez pour avoir quand même la mesure des compétences des candidats qu'on rencontre, avec quelques petites adaptations en fonction des postes, à savoir sur les postes tech, effectivement, on va avoir des tests techniques qui sont un petit peu plus poussés, là où sur nos postes opérations, on va être davantage sur de l'entretien collectif, avec des visites de site, pour montrer les conditions réelles, susciter l'envie. Et sur une rencontre, on est en capacité de dire on t'embauche ou pas, quoi. Je comprends. En faisant des binômes avec les managers. Donc voilà, mise en place de process, première chose faite. Avec inclusion des hiring managers, ça c'est intéressant. Souvent on peut avoir de la résistance avec ces hiring managers qui se disent c'est peut-être pas mon rôle, c'est peut-être pas mon poste, mais ils comprennent quand même l'intérêt. Quel est, selon toi, comment tu fais passer le message ou comment tu les embarques? Alors,
Les premières fois, en fait, on a souvent fonctionné en binôme. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... c'est pareil, ces process, ils ont évolué au fil du temps. Ouais, clairement. Au début, j'avais un call RH où je le faisais toute seule. Ça me prenait 15 minutes, 20 minutes juste pour quadriller un petit peu le besoin avec le candidat pour voir si ça matchait. Et puis derrière, on faisait un entretien physique avec le manager. Donc en binôme, ce qui a permis de former aussi les managers aux bonnes pratiques du recrutement, parce qu'évidemment, il y a des questions que tu ne poses pas. Donc c'est souvent ça le problème. et puis très vite, on a mis en place des scorecards qui leur a permis d'avoir associé à notre job desk des critères clés qu'on allait aller évaluer. On a mis en place aussi des assessments sur beaucoup de nos process, ce qui fait que tout était quand même plutôt bordé et ce qui limite forcément aussi les erreurs de recrutement derrière. Et ça a été très bien pris par les équipes parce que comme on était en pleine structuration de ces équipes middle management et donc ils ont été impliqués dès leur arrivée, ça faisait partie de la culture. Ouais. Et donc il n'y a pas de question qui se soit posée à ce moment-là, quoi. D'accord, ok. Donc inclusion des hiring managers, les process mis en place et du coup comment s'est passé la suite des mois du coup toi toute seule à recruter avec ce plan de recrutement très ambitieux? Ouais, moi toute seule, mais très vite, premier recrutement dans l'équipe. Donc ma première recruteuse qui me rejoint. Je mets fin aux 2 RPO qui m'accompagnaient. Okay. On reviendra sur le sujet par la suite avec... Ce qui revient dans l'histoire. Voilà, pourquoi oui ou non il faut avoir recours à du RPO. Toujours est-il qu'à ce moment-là, donc on est 2, on surperforme à 2 et c'est le moment aussi où je mets en place tous les outils. Je fais le choix de changer, enfin c'est pas de changer parce que Welcome to the Jungle, c'est très bien quand tu fais 20 recrutements dans l'année, enfin, en tout cas leur ATS, leur partie ATS. Quand tu es sur des volumes comme les nôtres, il faut vite se structurer. Et donc j'avais un cahier des charges assez dense parce que je voulais optimiser et automatiser un maximum de choses. Je voulais pouvoir faire du multiposting, je voulais pouvoir avoir mon site carrière associé justement à mon ATS, je voulais pouvoir faire le lien avec notre SIRH, je voulais pouvoir justement créer ces scorecards. Il y avait cette dimension de partage d'informations qui était essentielle aussi avec les hiring managers pour le suivi des process. Je voulais pouvoir travailler mon vivier. Donc beaucoup de choses. Et puis évidemment avec une enveloppe qui soit pas folle. Donc, choix du prestataire et choix du partenaire avec lequel on a décidé d'avancer et qui nous accompagne depuis 3 ans. On a pris Team Taylor. Team Taylor, ok. Voilà. 0 regret depuis, ça se passe hyper bien. Et puis, ils optimisent le produit en continu. Maintenant, il y a de l'IA et ça permet encore de gagner du temps. Il y a beaucoup de... Même dans les process, on a automatisé un certain nombre d'envois de mails et qui n'empêche pas de pouvoir personnaliser le contenu. Ça nous permet justement de soigner l'expérience candidat. Donc ça a été un gros chantier, la mise en place de l'ATS, donc la bascule entre Welcome to Jungle, Ça prend combien de temps, ça Ça m'a pris 1 mois. Ça t'a pris 1 mois. Ouais, ça m'a pris 1 mois. C'est quand même relativement rapide, entre guillemets. Ouais, 1 mois à temps complet parce que j'ai un peu délaissé les recrutements. J'ai laissé ma recruteuse toute seule parce qu'il y avait tous les contenus à créer aussi. D'accord. Ouais. C'est aussi à ce moment-là, en parallèle, que la culture de Foodle s'est vraiment mise en place. En fait, on a eu un séminaire en février, si je ne me trompe, février 2022, avec l'ensemble des collaborateurs qui étaient présents. Donc, à l'époque, on était donc 140, 150. Et donc, on a eu un séminaire qui avait pour objectif de définir quelles étaient les valeurs de Foodle dans lesquels on se reconnaissait tous, que l'on portait et qu'on avait envie de faire vivre, et comment s'inscrivait tout cela dans la culture de l'entreprise. Donc ça, c'était un gros chantier, évidemment, aussi, et c'est de là qu'est parti l'ensemble des contenus qu'on a créés pour le site carrière, pour Welcome to the Jungle derrière, parce qu'on a refondu aussi tous les contenus, et qui se reflètent dans toutes les communications derrière. Ouais.
C'est hyper important ce que tu dis parce que souvent on veut créer du contenu justement pour les candidats, pour attirer les gens, mais on oublie l'essentiel qui est le fond. La base. La base, c'est quoi la stratégie, la culture de la boîte, le culture fit au final qu'on veut aller chercher. Et puis après, on découle effectivement tous les éléments, site carrière, même dans ton process de recrutement, dans les questions que tu vas poser et comment toi tu vas. L'employee value proposition, la culture. La définition de ses personas. C'est pour ça que tout à l'heure je disais on a plusieurs process parce que chez Foodles, on recrute à la fois des populations sièges, donc des populations support. On va recruter également des fonctions tech, data. Et puis, à côté de ça, on a aussi des fonctions très terrain, opérationnelles. Donc, on a des préparateurs de commandes, on a des livreurs, on a des employés de restauration. Et donc, c'est des personnes qui n'ont pas la même consommation en termes de médias, de recherche d'emploi. Donc, on ne va pas les approcher de la même manière, on ne va pas les approcher aux mêmes endroits. Et ils ne vont pas tous être sensibles aux mêmes éléments non plus. Donc, et ça veut dire qu'il faut aussi s'adapter dans nos process. Et l'Employer Value Proposition, je trouve que c'est un outil qui est magique. Est-ce que tu peux le décrire un petit peu? Est-ce que tu te souviens peut-être de l'atelier que vous avez fait ou en tout cas les éléments clés qui sont importants? Moi, j'avais posé, j'avais repris évidemment les 5 valeurs de Foodles qu'on avait ressorties en séminaire, que sont la convivialité, la bienveillance pour le premier pool de valeurs et qui s'est traduit derrière dans la culture par un aspect plutôt teamwork. Donc cette volonté de passer de bons moments ensemble, ça se traduit aussi par tous ces... par notre secteur d'activité parce que c'est très en lien avec le secteur d'activité parce que on est dans la food et donc c'est des instants de partage forcément. On a le deuxième pilier de valeur, c'est l'authenticité et la transparence. Et ça, c'est pareil, ça se matérialise de manière très concrète parce qu'on a des fondateurs qui sont très présents, y compris maintenant, parce que je te disais tout à l'heure, j'étais la 130e collaboratrice. Là, ça y est, on a passé la barre des 500. Ouais, c'est incroyable. Donc 500 on a en 3 ans. Du coup. Ouais. Donc oui, authenticité, transparence, ça c'est valable vraiment dans toutes nos prises de parole, que ce soit en termes d'engagement RSE, où on a notre rapport d'impact qui est visible et lisible, accessible. En termes d'employé advocacy aussi, c'est très fort. Les gens sont libres de prendre la parole et porter, que ce soit du produit ou ce qui se passe en interne chez Foodles de manière très ouverte. Et on a une vision long terme qui est très claire en fait, qui est commune à tous. Ouais, donc une culture du feedback aussi qui est très présente. Donc tout ça, ça aide dans cette culture. Et la dernière valeur, c'est l'engagement. Et donc ça se traduit depuis le début, c'est dans notre ADN, c'est notre volonté d'avoir un impact sur la société et l'environnement. Et donc ça se traduit de manière très claire dans tout ce que l'on fait, et notamment par de l'emploi durable, par tous ces engagements RSE qui est assez lourde, assez dense. On est entreprise à mission depuis 2022. On est labellisé B Corp depuis 2023. Hier, moi je peux le dire, puisque maintenant c'est officiel, on était au France Digital Day et on a reçu le prix Sustainability pour justement tous nos engagements. Donc on est très fiers d'avoir remporté cet award. Donc ça, c'est déjà les piliers, c'est les valeurs. Ensuite, il y a tous les avantages collaborateurs que tu vas intégrer dans tout ça. Ça passe par comment tu traites le télétravail, quelles sont les subventions que tu vas mettre en place pour tes salariés, donc en termes de transport, mobilité, en termes de subventions repas, la petite enveloppe qui va bien pour tout ce qui est loisirs, culture, etc. Donc voilà, donc tout ça, ça vient aussi dans cette Employee Value Proposition. Et puis, il y a aussi l'aspect parcours de carrière, formation qui va être intégré. Qu'est-ce qu'on est en capacité d'offrir compte tenu de notre croissance? Comment on va amener de la perspective en fait, et de la projection aux collaborateurs, justement pour qu'ils arrivent à s'inscrire sur le long terme. Parce qu'on sait, c'est souvent le problème dans les scale-up. On a souvent des cultures très fortes. Tu y adhères ou tu y adhères pas. Quand tu y adhères,
L'objectif, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Donc voilà, tout ça, c'est hyper important. Les salaires viennent aussi à s'intégrer dans cette partie-là. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que, tu vois, par exemple, les valeurs, tu vois, ces avantages, etc., souvent, on peut dire que c'est un peu bullshit ou on les fait un peu pour faire joli, etc., et que c'est un peu du marketing. Mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, tu vois le résultat concret. Tu vois, par exemple, tu as gagné un trophée, il y a une direction, une ligne directrice, il y a aussi des actions concrètes, une communication qui va être faite et qui vont mener, tu vois, tout le bateau, tout le navire vers une direction ça crée de l'engagement. Commune. Et donc, souvent, cet effort de valeur, il est très compliqué à mettre en place et à synthétiser et à se dire, OK, quelles sont les valeurs qu'on a actuellement dans l'ensemble de nos employés et ensuite, quelles sont les valeurs qu'on veut absolument prôner et vers lesquelles on veut se développer. Et donc, c'est là où on arrive à faire avancer le bateau. Et je trouve ça trop bien parce que du coup, tu le retranscris très bien dans le recrutement. Ouais, et puis ça se traduit là aussi, dans toutes nos prises de parole. Tu retrouves ces valeurs dans notre manière de communiquer aussi. Et notamment, on a mis en place Team Taylor aussi parce qu'il y a une partie blog sur le site carrière. Donc ça nous permet de prendre la parole très régulièrement, de véhiculer en fait tout ce qui se passe en interne vers l'externe. Ça fait partie de notre stratégie de recrutement aussi. Je te l'ai déjà dit. Nous, on active un maximum de leviers, que ce soit en inbound ou en outbound. Et le blog du site carrière, c'est un vrai levier pour nous de partager cette culture. Donc tout ce qui est vécu, réalisé en interne, par ou pour l'interne, est traduit par des articles pour être véhiculé à l'externe. Ok. Et donc, quelles sont les différentes stratégies que tu as pu mettre en place? Donc, tu dis par exemple ce blog sur le site carrière, donc création de contenu, c'est comment tu l'as pensé cette stratégie? À quel point tu as mis de la récurrence dans la création de contenu? Quelles sont les ressources que tu as utilisées? Alors, justement, pour revenir un petit peu sur la genèse, donc je te disais tout à l'heure, on avait un gros volume de recrutement qui s'est doublé sur l'année, finalement. À l'époque, on était 2. Très vite, on a recruté un deuxième recruteur dans l'équipe, donc 3. Finalement, ils étaient 2,5 parce que j'ai mis un gros accent sur la marque employeur. Mon parti pris, c'était vraiment de développer cette marque employeur pour qu'ils aient moins d'efforts à fournir sur du sourcing. La réalité, c'est que quand je suis arrivée chez Foodles, quand on publiait une annonce, si on avait 3 candidatures entrantes, c'était beau. C'était incroyable. Incroyable. Donc là, la donne, elle a complètement... été revue. Je te partagerai quelques chiffres tout à l'heure, mais c'est ce qui a déclenché en tout cas notre envie de prendre plus de temps pour matérialiser cela en inbound. Donc en termes de contenu, aujourd'hui, nous, déjà, on a un site carrière qui est très très fourni, où on a un maximum de transparence. Chaque département est présenté avec l'ensemble des équipes, les enjeux à 1 à 2 ans. Tu as ce blog du site carrière où on va publier entre 3 et 4 articles par mois. Ensuite, on a mis en place une newsletter candidat pour garder le lien avec notre vivier, en tout cas toutes les personnes avec lesquelles on a eu une première interaction, donc à minima un premier échange téléphonique ou en visio, donc un premier interview RH, pardon. On a mis en place des campagnes médias et campagnes de cooptation qui nous permettent là aussi de faire venir à nous des candidatures entrantes. Que tu rediriges du coup sur le site carrière, j'imagine. On redirige tout sur le site carrière. Tout à chaque fois, ok. Tout parce que ça nous permet effectivement de retravailler le vivier derrière, de garder le lien, d'avoir une traçabilité sur tous les échanges qui ont eu lieu. Donc c'est indispensable. Et même dans le contenu de ta newsletter, qu'est-ce que tu mets dedans pour attirer les candidats? Est-ce que c'est les offres qui sont ouvertes? Est-ce que c'est du contenu? C'est plein de choses. Elle est hyper riche. J'ai mis un peu de temps à la lancer parce que je l'ai lancée en avril 2023. Donc, tu vois, là, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on l'a lancée. Au début, j'ai regardé les chiffres hier. Donc, au début, on l'envoyait à 1600 candidats seulement de notre base. Sachant qu'on a une base, aujourd'hui qui est assez fournie. On a à peu près 30 000 candidatures. Et ça en 2 ans et demi. Parce que l'ATS, on l'a mis en place en mai 2022. Donc 1600 personnes. Sur ces 1600 personnes, la première année, on a 23 personnes parmi elles qui ont intégré nos effectifs. Ok. Ah ouais. C'est un taux de conversion qui est assez faible parce qu'il est...
à l'époque, c'était un peu plus élevé. Aujourd'hui, on est plutôt sur un levier qui a un taux de conversion de 4%. Mais en fait, ce n'est que du travail de ta communauté. Donc, dans cette newsletter, il y a des chiffres clés qui te permettent de savoir le time to hire, donc de donner de la visibilité aux candidats sur le temps moyen d'un recrutement chez Foodals. Il y a le nombre de postes qui ont été pourvus le mois d'avant, le mois précédent. Donc, ça donne aussi de la visibilité sur... ça se concrétise et ça recrute vraiment et on va bien. Ça peut donner aussi un côté FOMO en se disant pourquoi pas moi et j'ai envie de rejoindre. Exactement. Le nombre de postes ouverts actuellement. Ensuite, on va faire un focus sur 3 ou 4 postes clés sur lesquels on a besoin de candidatures entrantes. Donc, on remet les liens des job desks à ce moment-là. Ensuite, tu vas retrouver le tips du recruteur. Donc là, c'est full valeur ajoutée parce que c'est ou bien les hiring managers ou l'équipe recrutement qui va donner un tips au candidat pour mieux se préparer dans le cadre de son process pour aller gagner son Saint Graal et arriver à obtenir justement son poste. Tu vas avoir le poste du mois qui va être mis en avant. Souvent, c'est très lié avec l'une des job desks qu'on a publiées parce que l'objectif est de faire comprendre quelle typologie de personnes on recherche, typologie de compétences et donner envie. On va mettre un Foodlers du mois en avant pour valoriser à la fois la personne et là aussi un département, un poste, une fonction clé dans l'organisation. Et puis on a ensuite une petite rubrique où on fait le lien avec les derniers articles de blog pour inciter justement à aller prendre connaissance de ce qui se passe de notre actualité, de ce qui se passe en interne. Et enfin, dernier pilier de cette newsletter, c'est la dernière rubrique, c'est un petit jeu qui va faire le lien entre toutes les newsletters. C'est-à-dire que sur ta newsletter, sur les 12 premiers mois, le jeu qu'on avait mis en place, c'est de mettre en avant un Foodlers avec une vérité, deux éléments faux, deux mensonges. Et donc, on faisait le lien en donnant en donnant la bonne réponse dans la suivante. Là, on a changé un petit peu, on vient de reformuler un petit peu ce jeu, mais l'objectif, effectivement, c'est de faire le lien pour que les gens ouvrent cette newsletter systématiquement et reviennent. On a quand même un taux d'ouverture de 58%, donc c'est pas dégueu. Et tout à l'heure, je te disais, voilà, on avait 1600 candidats au départ. Là, on a 4900 candidats qui font partie de cette base de données et qui reçoivent systématiquement notre newsletter. On a à peu près 50 désabonnements, c'est le jeu. C'est comme ça. Et puis oui, au total, depuis qu'on a lancé la newsletter, c'est quand même 200, j'ai regardé, donc c'est 253 personnes qui ont rejoint les effectifs à un moment donné, tu vois, l'ayant reçu. Donc, ça ne veut pas dire que c'était pas déjà en process avec nous, mais en tout cas, ça te permet de garder le lien et de les engager. Oui, clairement. Parce que ça peut avoir un effet indirect, directement lié au final. Ils sont en process, mais en même temps, ils reçoivent un newsletter. Ils se disent, c'est génial, ils créent en plus du contenu pour leur candidat. Et ça incite du coup à venir en plus. Et je trouve que ça donne aussi une belle image à l'entreprise qui permet de se dire, j'étais en process, j'ai pas été pris, mais je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé et je te recommande cette boîte-là parce que franchement, ils font un travail quali et l'expérience est bonne. Et ça, par contre, très compliqué à mesurer. Nous, on appelle ça un peu du dark social. C'est dès que tu lances plein d'actions, par exemple, tu vas créer un média, des communautés, etc. C'est très compliqué à traquer, mais on sait que ça marche. Il y aura des effets cumulés un peu boule de neige. Tu finis par voir les... Et tu crées un asset. Tu vois, en fait, tu crées un asset qui est une newsletter dans laquelle tu as de plus en plus de personnes et l'effort que c'est de produire une newsletter reste toujours le même alors que l'impact est de plus en plus grand. Exactement. Que tu as de monde. Exactement. Donc, trop cool. Ça se passait comment du coup, par exemple, je sais qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se poser la question, j'ai envie de lancer une campagne média. Déjà, est-ce qu'il y a un certain seuil ou stade où tu peux le faire? Peut-être qu'il y a besoin de ressources et peut-être un plan aussi de recrutement ambitieux pour se dire je pars sur des campagnes médias. Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir un plan ambitieux pour le faire et il y a 2 solutions pour le faire. Et on a testé les 2. On a testé par
partenaires qui ont des solutions d'achat programmatique, qui vont pouvoir aller optimiser le ciblage, mais qui nécessitent des enveloppes un peu plus importantes. C'est simple, hein, pour une campagne de 3 mois, on a... Enfin, c'est ça, 3 mois, on avait budgété 16 000 €. D'accord. Donc c'est quand même non négligeable Ouais, dans un budget global. Et en termes de retour, nous à l'époque on l'avait fait pour notre population tech parce qu'on avait un déficit sur notre notoriété sur cette population-là, et donc on avait énormément de postes. En 2023 on avait 15 postes tech à pourvoir. Donc il était vraiment nécessaire de nous faire connaître auprès de cette population. Donc on a engagé justement une campagne média, en plus d'être présent sur une plateforme dédiée. On a testé We Love Dev à ce moment-là. Et le résultat, en fait, n'a pas été immédiat dans le sens où ça ne s'est pas forcément transformé en candidature entrante. En revanche, à chaque fois qu'on avait un candidat au téléphone ou en visio, il nous disait « Ah oui, c'est vous, Foodles, je vous connais, je vous ai vu. » Et donc, c'est là où on a pu mesurer un peu l'impact, c'est que dans le discours des candidats, on n'était plus des inconnus. Donc il y a cette façon de faire. Ensuite, on en a fait des homemade avec notre équipe marketing, puisqu'on a une équipe grosse qui est très active pour générer du lead pour nos sales. Donc on a essayé de faire la même chose pour le volet candidat. Trop bien, plaisir à entendre. Et oui. et donc là, exemple très concret, besoin d'accélérer sur des recrutements sur nos employés de restauration parce que justement, pic de recrutement urgentissime. Et donc, on a mené une campagne, c'est simple, on a déboursé 175 € pour la campagne, donc sur les réseaux sociaux très classiques, hein, c'était juste de l'Instagram et du Facebook Ads et un peu de LinkedIn. Et encore, non, je crois qu'on n'a pas fait de LinkedIn sur les employés de restauration, excuse-moi. Et à cette époque-là, 175 € investis, ça nous a rapporté 123 candidatures. C'est incroyable. C'est là pour ça qu'on aime bien le gros. Est-ce qu'elles sont qualifiées? C'est autre chose. Ça prend du temps aussi derrière à aller évaluer, mais en tout cas, le résultat est là. Ouais, c'est ça, peu de ressources, beaucoup d'impact. Exactement. Ok. Et génial ça. Et ça a bien marché après derrière, tu vois à peu près sur l'ensemble des candidatures, est-ce que vous avez eu de la conversion? Oui, on a eu de la conversion. Je crois qu'on avait, à ce moment-là, on avait une vingtaine de postes ouverts. Okay. Et pour le coup, ça nous a permis d'en closer 7 ou 8. Ouais, c'est trop donc bien. Ça nous a permis quand même de sortir... Puis tu testes un canal. Exactement. Exactement. Okay. Donc on sait que sur ce type de population, on peut le faire, ça fonctionnera. Ouais. Et d'autant plus que ça nous permet de cibler géographiquement. C'est un peu la problématique qu'on a sur cette population chez nous parce que nos employés de restauration sont basés sur des sites clients. Donc, ils ne sont pas sur notre siège ou sur nos sites logistiques ou autres. Donc, il faut pouvoir cibler des zones de chalandise à proximité de nos sites clients. Et c'est ce que ça nous permet de faire, effectivement, ce type d'action. Et quel type de contenu tu vas mettre dans ta publication Instagram, dans ton ads? Est-ce que c'est une offre d'emploi avec une vidéo? Alors, on a utilisé de la photo et du wording principalement. Ouais, donc et avec du call to action. Il n'y a pas besoin d'avoir un montage, etc. ou quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de ressources au final. Non, on est resté vraiment sur du basique. Et effectivement, demain, tu optes pour la vidéo. Je pense que c'est encore plus percutant. Tu sors du lot, et y compris sur des réseaux sociaux comme TikTok. Je pense que c'est vraiment à tester. On n'a pas eu l'occasion encore. Ouais. Mais oui, à tester. Et encore une fois, tout dépend des personas. Si tu t'adresses à ta population d'alternants, je pense que là aussi, les réseaux sociaux, ils sont hyper pertinents. Ouais, ils sont pertinents, ouais. Là où, sur toutes nos fonctions sièges, on reste quand même très adepte de l'adbound, cette fois-ci. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on a une licence recruteur, on a un abonnement à la CVTech d'Indeed, parce que là aussi, ça nous permet d'aller chercher des CV dans la CVTech assez facilement et puis de répondre à des enjeux de volume, quoi. Ouais, clairement, ouais. Et sur LinkedIn, tu es sur la licence LinkedIn recruteur, ce que tu on a la licence recruteur. Trop bien. Et tu utilises des outils d'automatisation ou vous faites par exemple le sourcing à la main en message d'approche? Est-ce que tu envoies des relances? Comment tu fonctionnes là-dessus? Alors, relance
automatisé sur LinkedIn Recruiter maintenant. Ouais, exact. Donc, ça la fait donne, gagner du temps. C'était pas la même chose avant. Globalement, on a un super taux d'ouverture de nos mails. Ils ont été bien travaillés. Bon, ça fait quelques années que je travaille dans le secteur, donc je les ai bien ficelés. Et donc, non, on avait déjà un beau taux d'ouverture sur le premier shoot. Et c'est vrai que la relance, elle est hyper efficace. Ouais. T'atteins facilement 70% de retour sur tes chasses. Ok, ouais, c'est bien en vrai. C'est top. Ouais. Ok, trop cool. Et donc, tu as mis en place différentes stratégies qu'on a pu voir. Quelles sont celles qui, selon toi, tu vois, si tu pas devais tout recommencer, mais en gros, celles que tu privilégierais sur ton plan de recrutement actuel? Est-ce que c'est un mix de tout? Est-ce qu'il y en a une qui est particulièrement plus intéressante et que tu as réussi à en faire une méthode, tu as une méthodologie qui est pérenne? Je pense que toutes sont indispensables. Enfin, il faut les cumuler pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. D'autant plus que dans l'équipe recrutement chez Foodels, on est toujours 3. Ouais. Donc on est un petit effectif pour un volume de recrutement qui est aussi toujours entre 150 et 200 recrutements par an. Donc à 3, c'est indispensable effectivement d'automatiser un certain nombre de tâches de toute façon, et puis effectivement de multiplier les leviers d'approche. Celui qui fonctionne hyper bien aussi chez nous, c'est la cooptation. Donc là, nous, on a un partenariat aussi avec Trusty sur la cooptation. C'est simple, on est passé, pareil, alors 2022, mise en place de la cooptation, c'est simple, on a 56 personnes qui sont cooptées. Okay. Sur ces 56 personnes, on a 16 recrutements qui sont actés. Donc on a un taux de conversion qui est ouf. Sur 2024, donc 2 ans plus tard, on a 162 cooptations à date, puisque l'année n'est pas terminée, et on a un taux de conversion de 16%. Okay. Donc qui est clairement le levier qui performe le mieux aujourd'hui, avec un investissement qui reste correct en termes de coût de recrutement. Aujourd'hui, comment tu le mesures justement ce coût de recrutement? Tu vas prendre peut-être le coût de tous les outils. C'est la somme de tous mes outils, des campagnes médias, des partenaires éventuels avec lesquels je peux être amenée à travailler, que ce soit du RPO, du cabinet, etc. Donc je prends toutes mes dépenses que je divise par le nombre de recrutements effectués. Ouais, plus les dépenses aussi du département recrutement. Oui. Les salaires des recruteurs. Donc là, tu as eu des taux de conversion qui sont quand même assez intéressants sur la partie cooptation. Selon toi, quelles sont les actions que tu as mises en place, au-delà de Trusty, qui ont permis que ça fonctionne et que tu arrives à justement ces résultats-là? Alors, c'est vrai qu'on a un taux d'engagement chez Foodels qui est quand même très fort, qui est lié à la culture. C'est simple, donc on est labellisé Happy at Work, Tech at Work, We Impact. C'est ce qui nous a permis d'avoir de la data là-dessus. Donc globalement, on a un peu plus de 87% de nos effectifs qui recommandent Foodels. Sur les enquêtes de satisfaction, on a plus de 64% de participation. Donc c'est quand même intéressant. Je pose la base. Donc l'engagement est déjà très fort. Et c'est ce qui, derrière, fait qu'en termes d'employé advocacy aussi, ça fonctionne très bien. Donc quand on a mis Trusty, ça nous a permis, nous, d'automatiser en fait la cooptation. Donc les collaborateurs, ils ont la possibilité de publier de manière automatisée des messages sur LinkedIn qui sont déjà pré-écrits pour véhiculer leur Magic Link. Et dans ce cadre-là, ça permet effectivement de mettre en avant que l'on recrute et donc de générer de la cooptation hyper facilement. Au-delà de ça, évidemment, il y a le programme cooptation qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on a des primes de cooptation qui vont de 200 € à 1000 €. Pour les postes les plus rares, qui sont donc donnés à validation de période d'essai du nouveau collaborateur, mais qui est quand même plutôt engageant quand tu as envie d'arrondir tes fins de mois. Et puis, en dehors de ça, on a mis en place aussi des challenges de cooptation trimestriels. Donc, c'est du jeu, c'est du gaming. Ce qui fait que tu n'as pas forcément de points quand tu cooptes quelqu'un. Par contre, quand cette personne, elle avance dans le processus de recrutement, là, on va te donner des points. Et en fonction de l'avancée, tu cumules un certain nombre de points qui fait que tu vas avoir un podium en fin de trimestre et les gagnants remportent des petits restos gastro.
Donc, on a des enveloppes tu vois, de dotation. Et c'est vrai que ça fonctionne hyper bien aussi pour engager. L'autre aspect de cette automatisation, c'est qu'on a la possibilité de publier des campagnes de cooptation en interne. Donc, on va cibler en fait des départements entiers. Tu vois, là, on a 30 postes ouverts d'employés de restauration. On va cibler toute notre équipe comptoir, équipe siège plus terrain. On va leur pusher toutes nos offres ouvertes. Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place, tu vois, tous les 15 jours. En fonction des populations, en fonction des départements, en fonction des besoins de recrutement, là où on a besoin de remettre une petite piqûre de rappel, on le fait. Et au-delà de ça, on reprend la parole évidemment sur les outils internes, sur Slack, pour dire hey, coucou, n'oubliez pas, il vous reste un mois pour concourir pour le resto du mois, quoi. Ouais, c'est génial. En plus, le fait d'avoir gamifié la chose, ça permet d'avoir un côté sympa, drôle, et ça donne une petite carotte, alors que c'est essentiel quand même pour la boîte, hein, vraiment d'avoir ce levier-là. Et même les ressources, on pourrait se dire, donner 1 000 € à quelqu'un pour un recrutement, ça paraît énorme, mais quand tu prends en compte le coût d'un recrutement, si tu fais pas appel à de la cooptation et le temps passé, au final, et surtout, tu as souvent une meilleure... J'imagine que tu dois avoir des taux de conversion qui sont plus intéressants. Le taux de conversion est plus intéressant, et puis le taux de fidélisation de ces personnes aussi, elles restent plus longtemps, elles s'inscrivent plus longtemps, et souvent tu as une adéquation de fait en termes de culture fit et d'adhésion à la culture de l'entreprise. Ouais, clairement. Et il y a un levier aussi, je crois, dont on n'a pas parlé, et je te vois quand même assez présente sur ce levier-là, qui est LinkedIn. Oui, l'employé advocacy. Advocacy. Aujourd'hui, est-ce que tu as mis une stratégie du coup en place? Est-ce que ça fait partie de la stratégie cooptation? Ou est-ce que tu as même une autre stratégie en place sur le pôle recrutement pour communiquer, pour montrer justement cette employer value proposition et attirer tes talents? Clairement, moi j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn, je pense, à mon arrivée chez Foodles. Dès le début, c'est bien. Ouais, quasiment dès le début, parce que c'est dans un contexte particulier, c'est-à-dire que je n'avais pas la main sur la page Foodles, la page entreprise, pour pouvoir véhiculer tous les messages que j'avais sur la marque employeur. Okay. Et donc, dans ces cas-là, je me suis dit, puisque j'ai pas le choix, je vais le faire moi. Et puis finalement, la portée n'est pas la même. J'ai pas non plus la même communauté. Donc c'est très complémentaire de toute façon. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et je me suis rendu compte que ça portait ses fruits, parce que ça contribue aussi à la marque employeur. Prendre la parole, porter aussi tout le... En fait, c'est porter le contenu de ce qu'on rédigeait déjà sur la partie blog. Hein. Donc, ce n'est que de l'existant. Je ne fais que rapporter, dire, exposer ce qu'on vit. Donc, c'est facile. En fait, le contenu, il est déjà pré-mâché. Et puis, écoute, oui, j'aurais aimé avoir une stratégie de contenu un peu plus structurée. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que je manque de temps. Donc, j'ai envie de plein de choses, mais clairement, je le fais pas. Et pourtant, je sais très bien comment il faut le faire. J'incite un maximum de salariés effectivement à le faire, parce que c'est bon pour valoriser leur expertise déjà, métier. Ça met évidemment en avant et en valeur Foodles, la culture de la boîte, et en fait c'est gagnant-gagnant dans tous les sens. Et c'est vrai que même en employé advocacy, donc on a mené des campagnes, c'est-à-dire qu'il nous arrive, je pense que tu en as vu quelques-unes de toute façon, mais il nous arrive pour des temps forts, pour des actus un peu chaudes, de pré-mâcher le travail pour tous nos collaborateurs. Donc avec le service marketing, on échange un petit peu les infos, et puis on se dit là il est temps qu'on prenne la parole sur tel sujet, on va écrire le texte. Ils ont toujours la possibilité de le modifier s'ils le souhaitent. On leur crée le visuel, ou le gif, ou la petite vidéo qui va bien. Et donc, on mène une campagne en interne. On leur dit, voilà, tel jour, telle date, on vous invite à partager ce contenu pour renforcer la visibilité. Libre à vous de le faire ou pas. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Toujours est-il que là aussi, on est sur les mêmes pourcentages en termes d'engagement que sur notre taux de participation, tu vois, aux enquêtes satisfaction, pardon. Ouais. Donc on est sur à peu près 60% de nos foodlers qui ont des comptes LinkedIn, parce que tout le monde n'en a pas, qui participent à ces campagnes-là. C'est quand même énorme.
quand tu y penses, parce que tu te dis, en fait, toi, tu l'aurais fait toute seule. Du coup, tu dois avoir quoi, 200 personnes, 300 peut-être Ouais, on a à peu près 100, je pense 180 personnes qui doivent être connectées. Hein. Alors les 180, publie pas, mais d'accord, mais t'en as une bonne partie. Ouais, et puis partie, on acculture aussi beaucoup nos sales à cela parce que c'est leur faciliter la génération de leads derrière. Aussi, ouais. Aussi. Donc oui, il y a toute une démarche qui a été faite, des formations aussi qui ont été créées en interne pour expliquer l'intérêt du personal branding, comment prendre la parole, quelle tonalité, qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas. Donc tout ça, ça a été fait aussi en amont. C'est des formations qui sont disponibles pour tous les collaborateurs sur notre plateforme de notre académie, notre Foodles Academy, donc notre plateforme e-learning. Et donc oui, on invite évidemment à prendre la parole. Surtout, c'est un levier qui est quand même assez intéressant. LinkedIn est qui est à moindre coût. LinkedIn, c'est gratuit. Aujourd'hui, tu as un compte, etc. Tu peux poster. Ouais. Et après, en termes de visibilité, je sais pas, un post, tu peux faire de 1000 à 10 000, voire à 20 000 si ton post peut-être marche très bien. Mais du coup, tu multiplies ça par le nombre de personnes et en fait, tu te rends compte que pour l'effort de produire ce même contenu que j'ai partagé à tant de personnes qui vont le partager, en fait, tu multiplies considérablement l'impact, quoi. Trop bien. Quels sont les indicateurs que toi, tu vas mesurer, on va dire, sur le recrutement sur le recrutement, dans ton quotidien ou même en général sur un point de vue un peu plus macro, stratégique? Évidemment, je suis de très près le time to hire. Okay. Parce que c'est lié à l'expérience candidat. Aujourd'hui, nous, on a un time to hire qui est de 20 jours, donc qui est bien inférieur à la moyenne nationale, qui est de 32 jours. Et je tiens à mes 20 jours. C'est l'objectif que je donne à mes équipes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas les dépasser. Et normalement, ça se compense de toute façon assez facilement parce qu'on a des recrutements... des sessions collectives qui se font sur une journée, d'autres effectivement qui peuvent un peu perdurer dans le temps parce qu'il y a un peu plus d'assessment, notamment sur la population tech, mais globalement, 20 jours, tout le monde peut les tenir. C'est des process qui sont en 3 étapes, donc c'est possible, quoi. Donc time to hire, le time to fill, je le surveille quand même de plus ou moins loin, mais plus là aussi pour voir quels sont les postes sur lesquels on rencontre des difficultés et potentiellement on aurait besoin d'aide. Et là aussi, on a un time to fill qui est de l'ordre de 72 jours actuellement. Donc ça fait à peu près 10 semaines, je crois. Et la moyenne nationale est 13 semaines. Donc c'est pas dégueu. Ça veut dire que toute cette stratégie multicanale porte ses fruits aussi pour réussir à closer ces postes. Donc time to hire, time to fill. Évidemment, le taux de conversion dans mon plan de recrutement. Combien de personnes recrutées pour... combien de postes ouverts. Donc ça, c'est toutes les semaines. Et quand, par exemple, cet indicateur, il va mal, donc c'est-à-dire si ça t'est déjà arrivé ou t'es en retard... J'ai toujours été dans les clous. Après, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a des créations de postes au BP en permanence. Okay. C'est-à-dire que tu définis un BP en octobre ou en novembre, là ça arrive, hein, avec le nombre de TP que tu vas avoir dans tes effectifs l'année suivante. Et en fait, on a une telle croissance que ça n'est jamais la réalité. Ouais, ça fait que évoluer constamment. Ça ne fait que évoluer. Donc en fait, tu as ton taux de conversion, tu dis, on est bien. On est bien, mais en fait, on va jamais réussir à atteindre 100%. C'est challengeant. Ouais. En fait, il faut être à l'aise, être résilient justement sur ce système-là où tu te dis, en fait, il y a des postes qui sont urgents, il faut y aller. Après, quels autres KPIs ? Moi, je suis très près aussi le NPS candidat. D'accord. Parce que, encore une fois, mon objectif, il est de soigner l'expérience candidat. Autre exemple qui servira à tout le monde. Sur ce premier semestre, j'avais une RPO qui nous avait rejoint et puis j'ai laissé des managers reprendre le lead sur certains recrutements parce qu'un volume trop important et donc une bande passante insuffisante pour pouvoir tout gérer au sein de l'équipe. Le résultat, c'est que notre NPS, il a chuté. Ah ouais. C'est-à-dire que si tu prends mon NPS fin 2023, j'étais à plus 62, ce qui est énorme, puisque la gamme, c'est de moins 100 à plus 100. Et on estime que tu as un bon NPS à partir de plus 20. Là, actuellement, je suis à plus 37. Okay. Mais je suis passée de plus 62 à plus 37. Ouais. Et là, tu dis, OK, donc
d'où vient le problème. Ouais. Donc là, évidemment, je rentre dans le détail, je vais aller voir les commentaires, je vais aller voir les notes, sur quel type de poste il y a des problématiques. Bon, c'est hyper révélateur. Et ce qui est révélateur, c'est effectivement que tu peux pas laisser tes hiring managers tout seuls gérer leur process de recrutement. Voilà, il faut les accompagner, il faut vraiment soigner, il faut prendre le temps de faire des retours à tous les candidats, de soigner les retours, les personnaliser. Éviter de faire un retour dans l'heure quand quelqu'un vient de postuler. Ok. C'est pas très faire. Et puis si tu peux le faire, si tu le fais dans l'heure, mais justifie bien ton retour. Parce que tu as le retour du bâton derrière. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ou sur des time to hire, justement, sur certains process qui sont un peu longs parce que tu t'as laissé faire. Et en fait, il y a eu des annulations parce que c'était plus une priorité, donc on a reporté. Non, en fait, quand tu as un recruteur qui gère, qui lead, tu es là aussi pour garantir le timing dans ton process et garantir que ce délai... de 20 jours, il soit respecté. Ouais. Ouais. Donc, c'est toutes ces petites choses, en fait, que tu vas pouvoir aligner et reprendre. Et donc du coup, le NPS, c'est quelque chose que je suis de très, très près aussi. Donc, ça, c'est les majeurs que je suis tous les mois. Et puis après, il y a d'autres KPIs que tu vas pouvoir aller regarder. Effectivement, c'est ces fameux taux de conversion par levier et par aussi sur les job boards que tu utilises. Et tu vas dire où est-ce que j'ai besoin de mettre de l'énergie, qu'est-ce qui transforme le plus, le nombre de visiteurs sur le site carrière, et est-ce que ça génère en termes de candidature aussi, donc quel est ce taux de conversion. Le taux de conversion entre le nombre de personnes qui visitent et effectivement ceux qui postulent. Ouais, ce qui me manque aujourd'hui, c'est que j'ai pas la possibilité à date de savoir ce qui est consommé réellement sur mon site carrière. Oui, c'est vrai, on en avait parlé. Voilà. Et c'est ce qui me gêne un peu parce que ça me permettrait d'optimiser mon contenu. Ouais, ça te permet de te dire, en fait, il y a ce 20% de contenu qui est ultra consommé, il faut que je me focalise là-dessus. Quoi. Exactement. Donc ça, c'est ce qui me manque un petit peu là, pour qu'on soit encore plus performant et que le taux de conversion soit encore meilleur entre nos visiteurs uniques et nos candidatures. 2022, quand on a mis en place ATS, sur cette année-là, donc c'était une demi-année puisqu'on a débuté en mai, on a reçu 26 000 visites uniques sur notre site qui ont généré 2500 candidatures en 30. Donc ça, c'était une première année. Donc là, on est 2 ans plus tard, en 2024. Okay. Aujourd'hui, on a 176 000 visiteurs uniques. Okay. On n'a pas fini l'année. Okay. Et ça génère 7600 candidatures en moyenne. Ok, 7600. Ouais. C'est dingue, ouais. Donc tu as une énorme évolution. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est le contenu ou entre guillemets la récurrence, l'effort reste le même. Mais juste, tu as un nombre de visites qui est considérable. Quoi. Ouais. C'est fou. Et les prises de parole sur LinkedIn ou des podcasts comme on le fait aujourd'hui, ça aide aussi à faire connaître notre société. Et puis ça, je l'espère, donne envie de nous rejoindre. Clairement, en tout cas, tu l'incarnes très bien. Ça, c'est top. En vrai, moi, ce qui me fascine et ce que j'aime vraiment bien dans tout ce que tu as pu mettre en place en 3 ans, c'est que tu as quand même testé plein de leviers différents. Oui. Tu as cette culture data où tu es très précise et tu peux mesurer. Moi, j'aime bien dire que tout ce qu'on mesure pas, on peut pas l'améliorer. Et cette volonté d'expérimenter plein de leviers différents permet de te dire, je sais que ce levier, par exemple Instagram, va marcher quand j'aurai besoin de restauration, etc. Et il y a une thématique dont on n'a pas parlé et j'aurais bien aimé avoir ton avis sur le sujet, c'est la partie IA. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'IA dans le recrutement ? Est-ce que tu l'as déjà implémenté ? Est-ce que tu as du mal ? Je m'en sers tous les jours. Trop bien. Je m'en sers tous les jours. Alors déjà, sur notre ATS, on a des modules IA en fait, qui sont intégrés. Donc aujourd'hui, c'est simple, ça nous génère à partir d'un CV un petit résumé du CV pour voir effectivement la pertinence de la candidature en termes de matching avec le job. C'est aussi la possibilité d'enregistrer toutes nos interviews visio et de les retranscrire par écrit directement. C'est la génération de scorecard instantanément à partir du moment où tu mets en place ta job desk. D'ailleurs, ça peut aussi générer les job desks. Hein. Donc voilà, donc tout ça permet d'automatiser un certain nombre de choses et ça n'empêche pas que l'homme ait besoin de faire des retouches et apporter sa touche, etc. Mais ça te fait gagner un temps fou.
Pareil pour le contenu. Enfin, moi, je suis une fervente utilisatrice de ChatGPT pour optimiser des contenus, pour les retravailler. Enfin, c'est vraiment de l'optimisation. Évidemment, le cœur du sujet, le ton que j'ai envie d'y donner, ce que je veux faire transparaître, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais, c'est propre à Mais toi. après, je vais demander à ChatGPT de me faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien et que ce soit compréhensible de tous et que ça apporte un petit peu de valeur ajoutée. En tout cas, j'essaye. Ouais, c'est trop bien. Et comment tu le vois, toi, sur les prochaines années? Donc, tu l'as déjà mis en place dans ton quotidien. Imagine que tu te projettes à 2 ans, 2 ans, 3 ans. Comment serait le quotidien d'un recruteur avec l'IA complètement intégrée? J'imagine qu'on va encore pouvoir gagner du temps sur certains de nos process. Enfin, c'est notamment sur le screening. Tu vois, dans certains de nos process, notamment sur nos process de recrutement sales et de compte manager, on a mis en place un assessment qui est disponible dès que tu candidates, où on a une petite vidéo qui est enregistrée. Et donc, cette vidéo, ça permet aux équipes de pouvoir la visualiser en asynchrone et de juger de la pertinence aussi des arguments qui sont donnés, etc. Je trouve ça vachement bien. Et c'est vrai que bon, ça se fait déjà, il y a déjà, je crois que c'est Ikea qui fait ça, où ils font le premier entretien avec un robot. Enfin, un robot, c'est une IA, effectivement, qui va interpréter ton premier échange. Alors, il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire que c'est un vrai gain de temps pour les équipes recrutement, parce que forcément, toute cette partie de sourcing, c'est du temps en moins. Pour autant, derrière, tu perds un peu de l'humain. Ouais, un peu de chaleur. un peu de l'humain, mon expérience. Donc, voir où tu mets le curseur, pour garder cette chaleur humaine quand même, qui est hyper importante. Et il y a plein d'autres outils aussi qui sont hyper intéressants. Là, je te parlais d'un outil tout à l'heure. On a testé, nous, Calent, qui agrège... Edouard, exactement. On est partenaire avec D'ailleurs, c'est un ancien Foodlers. Ah, je sais pas. Okay. C'est notre ancien Head of Growth. Ok. Ah bah ça m'étonne pas. Il était passé sur mon ancien podcast. Pour ceux qui s'intéressent à l'outil, on met en description Calent et Tim Taylor. On est partenaire avec les deux. Tarif préférentiel pour la communauté. Ouais, et super outil que j'ai pu tester, mais qui agit là sur le sourcing, parce que ça va t'agréger là aussi par rapport à des critères clés et ta job desk. Ça va te shortlister finalement un top 5, top 10 de profils LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, il absorbe que LinkedIn, mais demain, il pourra absorber la toile. Donc, c'est basé aussi sur de l'IA. Et voilà, et ça, c'est un gain de temps énorme sur la phase de sourcing. Moi, c'est quelque chose que j'ai plus de temps. Enfin, j'ai plus de temps de faire du sourcing aujourd'hui. Clairement, et j'ai envie de mettre un max de valeur ajoutée sur tous ces échanges candidats, en fait, à partir du moment où on a pris contact. Et donc c'est vrai que ça, ce genre d'outil, c'est hyper pertinent. Donc l'avenir à 2 ans, l'humain sera toujours là, il est indispensable de toute façon. Mais oui, c'est sûr, on va encore avoir des outils qui vont nous permettre d'optimiser le temps de travail, d'être plus efficace, plus performant. Et moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur, au contraire. Il faut embrasser cette technologie pour se l'approprier. Oui. Trop bien. Avant de finaliser sur les dernières questions, j'avais un petit jeu à te proposer. Je t'en ai pas parlé. J'ai une petite question juste là. En gros, ça s'appelle un rapid fire question. Ok. Et du coup, je vais te dire 2 sujets. Donc j'ai le choix. Tu as le choix et tu dois choisir instinctivement entre les 2. Ok. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Il y en a 8-9. Ok. Est-ce que tu es plutôt inbound ou outbound? Inbound. Est-ce que tu es plutôt manuel ou automatisé? Automatisé. Est-ce que tu es plutôt soft skills ou hard skills? Ah, les deux. J'ai le droit ou pas? T'as le droit à un joker. Est-ce que tu es plutôt LinkedIn recruteur ou Sales Navigator? Recruteur. Est-ce que tu es plutôt opérationnel ou stratégique? Je n'ai pas le droit de choisir. Bon, je vais choisir la strat alors. Est-ce que tu préfères contacter les candidats en appelant ou en envoyant des messages? Moi, j'envoie des messages parce que je ne veux pas les importuner. Et après, je les appelle. Est-ce que tu es plutôt hack ou méthode? Hack. Est-ce que tu es plutôt rêveuse, visionnaire ou exécutante? Je crois que je suis une rêveuse quand même. Très bien. Ouais. Parfait. Avec brio. Trop bien, t'as réussi avec un joker. Du coup, je voulais te savoir si tu avais des ressources à partager, des ressources qui font partie du monde du recrutement ou des ressources que tu as tout simplement envie de partager parce qu'elles t'ont marqué dans ta vie. Moi, ce que je trouve essentiel dans nos métiers, c'est justement le partage entre pairs et donc d'adhérer à des communautés
Donc, Grosse Hiring en fait partie, bien évidemment. Et c'est une communauté que j'ai rejoint très tôt, d'ailleurs. Au début. Dans les tout débuts, d'ailleurs, j'ai encore mon rôle d'ambassadeur. Exactement. Ouais, tu le fais bien, là, tu l'incarnes bien. Voilà. Donc, Grosse Hiring, il y a quelques autres communautés que j'ai rejoints, mais je trouve ça essentiel de pouvoir partager avec des gens qui ont en fait les mêmes problématiques que toi. On a tous les mêmes problèmes, en réalité. Et donc, on teste tous des choses et il n'y a rien de mieux que le partage pour avancer plutôt que de rester dans son petit coin et d'essayer tout seul. Voilà, donc ça, c'est première recommandation. Et en termes de ressources, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Enfin, je vais sur de nombreux événements et je participe à beaucoup de webinaires aussi pour continuer à m'enrichir des autres et apprendre, quoi. Enfin, en fait, c'est ça, c'est continuer à s'ouvrir en permanence. Ouais, être en veille, regarder les tendances, tester. On a un métier qui évolue tellement vite. Et puis, oui, il n'a plus rien à voir aujourd'hui. C'est clair. Et dans 2-3 ans, ça va être pareil. Il sera encore différent. Il sera encore différent. Et puis, il y a plus que... C'est plus... T'as une segmentation aussi dans le recrutement qui est dingue aujourd'hui. Enfin, entre les ops, les recruteurs, t'as des sourceurs, t'as justement des recruteurs. Enfin, t'as un panel de métiers dans le recrutement qui est assez dingue. Et que ce n'était pas le cas il y a quelques années encore. Ouais, et ça s'inspire beaucoup du commerce, où il y a du coup cette segmentation qui est, tu as une personne qui va générer des leads, qui est l'équivalent du RecOps. Exactement. Tu vas avoir un account exécutif, account manager. Et donc, tu as cette segmentation qui se crée. Ouais. Et dans le recrutement, ça émerge pas mal. Donc, notamment chez Doctolib, ils ont été très précurseurs sur le sujet. Donc, ça va être bien d'interviewer Paul aussi sur ça. On va faire le lien. Autre question que je voulais te poser, quels sont les invités que tu aimerais voir sur le média ? Je vais te proposer d'inviter Jocelyn Martin, parce qu'il fait partie de la communauté Grosse Hiring. Il lance un nouveau produit sur le marché qui va fortement aider et, je pense, être apprécié de la communauté recrutement, parce que c'est un nouvel outil qui permet de faire de la recommandation externe. Donc, c'est très complémentaire à tout ce qu'on peut rencontrer sur la cooptation interne. Et c'est basé sur le principe de communauté aussi, avec une rétribution. Enfin bref, je le laisserai en parler mieux que moi, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter aussi une vision un petit peu différente. Lui aussi a des partis pris et un produit qui va aussi un peu bousculer le marché. Trop bien. Voilà. Je vais lui envoyer un petit message pour le contacter. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou un message à faire passer pour clôturer ? Écoute, j'étais ravie déjà d'être là. C'est toujours un plaisir. Voilà. Quand est-ce qu'a lieu le prochain apéro à Grosse Hiring ? Ouais, ça c'est un gros sujet. En fin d'année, là, on va essayer de faire un événement. On réfléchit, je peux pas trop en dire. Je peux en dire plus, mais je tease le fait qu'il y aura quand même un événement. Et on essaiera justement de rassembler les gens autour de stratégies de recrutement. Et donc, on va essayer de faire quelque chose qui va être un peu plus, on va dire, plus quali, plus fédérateur et moins, on va dire, apéro convivial, mais tout aussi convivial, mais avec du contenu intéressant. Du contenu, du partage. Exactement. Avec peut-être des pitchs, etc. Bref, j'en dis pas plus. Très bien. Non, écoute, rien de plus pour ma part, si ce n'est que j'ai encore quelques recrutements qui m'attendent. C'est ça, mais vraiment, super. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite.